Alors, bonjour, bonjour au public nombreux qui nous a rejoints. Bonjour au nom de la synagogue du quartier latin. Nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir pour évoquer la libération du camp d'Auschwitz, 71e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, mais aussi pour partager avec vous un témoignage tout à fait exceptionnel. Nous avons le grand privilège de compter parmi les membres de notre communauté de la synagogue du quartier latin un jeune homme qui a été un jeune résistant en 1944, qui a été déporté en 1944 à Auschwitz et qui, en janvier 1945, a non seulement été un témoin de la libération du camp d'Auschwitz par l'armée rouge, mais a en fait joué un rôle actif dans la libération de ce camp. Il appartenait à la résistance en France et il a appartenu aussi à la résistance intérieure au sein du camp d'Auschwitz, ce qu'il va nous expliquer dans quelques instants. En 1944-45, ce témoin exceptionnel était âgé de 18 ans à peu près. Aujourd'hui, c'est un jeune homme de plus de 90 ans jusqu'à 120 ans. Il va nous dire bonjour. L'essentiel de son témoignage est un document que nous avons réalisé dans le cadre de notre synagogue il y a 21 ans, en 2000. C'est un témoignage tout à fait exceptionnel. Vous allez vous en rendre compte dans quelques instants. Donc, d'abord, peut-être, nous allons écouter quelques mots de Raphaël Feigelson, quelques mots qu'il a prononcés à notre intention au début de l'année 2021. Shalom, tous mes voeux pour l'année nouvelle, en souhaitant à tous une bonne santé. Voilà donc les vœux de Raphaël Feigelson, ce très jeune homme, comme vous voyez, cet éternel jeune homme, les vœux qu'il a prononcés à notre intention au début de l'année. Et nous allons revenir vers son témoignage dans quelques instants. Quelques idées très générales pour comprendre ce qui se passe en janvier 1945. Tout d'abord, je voudrais que nous regardions ensemble une carte qui montre l'empire nazi et la situation d'Auschwitz et des camps dans l'empire nazi. Vous voyez, l'ensemble des territoires sous le contrôle des nazis est représenté dans différentes nuances de vert. C'est donc un empire qui va des Pyrénées jusqu'au cœur de la Russie, qui va de la Scandinavie, de la Norvège, du pôle Nord pratiquement, jusqu'à la Grèce, et il y a même eu une occupation nazie temporaire en Afrique du Nord, en Libye et en Tunisie. Comme vous le voyez, si l'on considère l'ensemble formé par l'Allemagne et les territoires occupés par l'Allemagne comme une seule unité, Auschwitz est au cœur de cette unité. Auschwitz est le centre de gravité de
l'empire nazi. Auschwitz, c'est d'abord un endroit stratégique dans la mesure où il y a des liaisons ferroviaires qui existent déjà, qui n'ont pas été créées à ce moment-là, elles existaient déjà. C'est parce qu'elles existaient que le camp d'Auschwitz a été installé là où il était installé. Et ensuite, cela permet donc aux nazis qui contrôlent l'Europe de l'Ouest, l'Europe du Sud, l'Europe du Nord, l'Europe de l'Est, ça leur permet de concentrer vers Auschwitz un très grand nombre de personnes, un très grand nombre de juifs. Également, il y a eu également des prisonniers de guerre soviétiques, il y a eu également des tziganes qui sont rassemblés là pour, la plupart d'entre eux, pour être tout simplement assassinés, exterminés comme on dit, et d'autre part pour une autre partie d'entre eux réduits en esclavage, réduits au travail forcé dans les grandes usines installées dans le périmètre d'Auschwitz. Auschwitz, c'est en fait une galaxie qui regroupe quelque chose comme environ 200 camps, et un grand nombre de ces camps sont en fait des unités industrielles qui travaillent pour le Reich. Au milieu de cette galaxie, il y a l'usine de mort proprement dit, Birkenau, qui se réduit à une voie de chemin de fer, à des quais des deux côtés de la voie de chemin de fer, des chambres à gaz et des crématoires. C'est à Birkenau, cette espèce de deuil du cyclone au milieu d'Auschwitz, qu'ont été exterminés 1 million, peut-être plus d'ailleurs, 1 million de juifs entre l'été 1942 et l'automne 1944. Je voudrais qu'on regarde une deuxième carte, s'il vous plaît. C'est la carte de l'offensive, de la situation en 1944. Donc là, nous voyons comment se présente le front soviétique en 1944. L'Allemagne, vous le savez, a été battue à Stalingrad en 1943. Tout au long de l'année 1943, les Soviétiques ont mené des contre-offensives et ils ont commencé à chasser les Allemands, les nazis, de l'ancien territoire soviétique que les nazis contrôlaient depuis 1941. En 1944, les Soviétiques, l'armée rouge, lancent une série d'offensives massives, absolument massives, qui écrasent les unités allemandes et les forcent à reculer sur des distances absolument colossales, des distances parfois de plus de 1000 km, voire presque 2000 km. Je crois que cette carte se suffit à elle-même. Vous comprenez très bien que de décembre 1943 jusqu'à décembre 1944, c'est-à-dire pendant 12 mois, les Soviétiques littéralement refoulent les nazis. Et ils les refoulent, ils s'arrêtent. En décembre 1944, les Soviétiques s'arrêtent. Ils s'arrêtent ici sur la Vistule, à la hauteur de Varsovie. Varsovie est ici. Et Auschwitz se trouve à peu près ici, en Silésie, à peu près ici. Il faut comprendre que ça, c'est la situation, on va dire, décembre 1944, 1er janvier 1945. Donc, Auschwitz se trouve encore sous le contrôle allemand, mais il y a eu une progression soviétique extraordinairement rapide. Pendant l'année 1944, Auschwitz n'a pas cessé de fonctionner à plein régime. C'est pendant l'année 1944, par exemple, qu'on a exterminé plus de la moitié des Juifs de Hongrie, c'est-à-dire à peu près 400 000 Juifs ont été exterminés en quelques semaines seulement à Auschwitz.
C'est pendant l'été 1944 que les nazis sont allés chercher les derniers juifs qui vivaient encore, les derniers juifs séfarades qui vivaient encore en Grèce, à Rhodes et dans les îles grecques, et qu'ils les ont emmenés pour les assassiner à Auschwitz. Mon père, qui a été déporté à Auschwitz de 1942 à 1945, m'a raconté comment, pendant l'été 1944, alors qu'on gazait et brûlait des milliers de juifs tous les jours, on entendait d'une part les canons russes qui étaient extrêmement proches. Les canons russes se trouvaient à peu près à 200 km au maximum. On entendait les canons russes qui martelaient les Allemands en permanence et on entendait aussi, on voyait les avions anglais et les avions américains qui bombardaient les positions et les usines allemandes en permanence, qui volaient en permanence au-dessus d'Auschwitz. Et nous savons que les Anglais et les Américains photographiés à Auschwitz, nous savons qu'ils savaient ce qui se passait à Auschwitz, et comme vous le savez, ni les Anglais, ni les Américains, ni d'ailleurs les Soviétiques, à ce moment-là, n'ont jugé bon de bombarder les installations d'Auschwitz ou de bombarder les voies ferrées qui se rendaient, qui amenaient les déportés vers Auschwitz. Ça, c'est la situation donc fin 1944. Maintenant, la dernière carte, s'il vous plaît. Alors, la dernière carte, c'est celle qui nous intéresse d'une certaine manière le plus. Nous avons en orange l'offensive soviétique jusqu'au 30 mars 1945. Donc, vous voyez, les soviétiques partent de Varsovie et arrivent sur l'Oder à proximité de Berlin, et ils vont, en janvier, ils vont prendre le contrôle de la Silésie où se trouve Auschwitz. C'est au cours d'une offensive titanesque, l'offensive ultime et suprême de l'armée rouge contre le régime nazi, contre les armées nazies, que le camp d'Auschwitz va être libéré. Alors, on peut dire que, en gros, l'offensive soviétique qui va aller vers Auschwitz, c'est à peu près celle qui est matérialisée par ces deux flèches. Le but stratégique des soviétiques, ce n'est pas Auschwitz, c'est la région de Breslau. Aujourd'hui, ça s'appelle Wrocław, et c'est une ville de Pologne aujourd'hui, mais à l'époque, c'est une ville allemande. Et Breslau a été transformée en camp retranché nazi sur l'ordre de Hitler. D'ailleurs, ce camp retranché va tenir pratiquement jusqu'à la fin de la guerre. Et d'autre part, les nazis essaient de tenir le plus longtemps possible les installations industrielles de Silésie, ou au moins d'en évacuer les éléments les plus importants. Ça, c'est la situation au moment où les soviétiques lancent leur offensive. Alors, nous le savons, Raphaël Feigelson va nous l'expliquer dans quelques instants, les nazis commencent à évacuer, qui ne s'attendaient pas à une offensive soviétique d'une telle force. C'est un peu dans la précipitation qu'ils évacuent un certain nombre de déportés à travers ce qu'on appelle les marches de la mort pour pouvoir garder des esclaves à l'intérieur d'autres camps à l'intérieur de l'Allemagne. C'est dans ce contexte aussi qu'ils essaient de détruire les installations d'Auschwitz de manière à ce qu'aucune trace ne reste des crimes qu'ils ont commis. Ils veulent détruire les chambres à gaz, détruire les fours crématoires, détruire toutes les installations, tout ce qui permettrait à des observateurs étrangers de redécouvrir l'ampleur du crime contre l'humanité qu'ils viennent de commettre. Alors, nous allons écouter maintenant Raphaël Feigelson. Raphaël Feigelson nous explique comment, en fait, en janvier 1945, lui, qui est déporté à Auschwitz, qui est un détenu d'Auschwitz,
il va pouvoir sortir du camp et en fait rejoindre des unités de l'armée rouge et leur dire de libérer le camp. Donc je vais commencer par le commencement en expliquant peut-être le titre donné à cet entretien. Raph Gelson, évadé de la Shoah, raconte la sortie d'Auschwitz. Alors pourquoi évadé de la Shoah? Parce que la Shoah n'est pas une fatalité. Comme la plupart des événements historiques, ils sont le fait des hommes. Pourquoi évader? Déjà évadé parce que la résistance a commencé dès 40 et j'ai eu le bonheur, grâce à mon père, de commencer très tôt. La sortie d'Auschwitz, parce que ce n'est pas seulement la prise d'Auschwitz par une unité de l'armée rouge, c'est aussi la fin de la Shoah, avec la chute de l'usine de mort. C'est la délivrance de tout le peuple juif, et je vous montrerai tout à l'heure que l'ambition de Hitler a continué, de détruire les Juifs a continué bien après le 8 mai 45, c'est la sortie d'Auschwitz pour l'ensemble du peuple juif qui, ce jour-là, échappait à la solution finale de la question juive. Alors, nous venons d'écouter Raphaël Feigelson. Je voudrais maintenant me tourner vers son fils Patrick Feigelson. Patrick, c'est très émouvant de revoir le témoignage de ton papa tel qu'il nous l'a donné il y a 20 ans. Je sais qu'il nous regarde en ce moment, qu'il nous écoute. Je voudrais te demander qu'est-ce que ce témoignage a représenté pour lui tout au long de sa vie. Il a été résistant, mais il a été ensuite un combattant de la mémoire d'Auschwitz et dans un sens très particulier. Comme il l'a dit, l'idée c'est la mémoire du combat, non seulement la mémoire de la tragédie, mais aussi la mémoire du combat. D'abord, merci à la synagogue Vauquelin de me faire participer à cette initiative. C'est avec émotion, bien sûr, et aussi avec beaucoup de fierté que j'y assiste. Je ne me souviens pas de soirée à la maison où la résistance, la guerre n'était pas évoquée. Mon père était toujours en train d'écrire l'article suivant. Il était toujours à la recherche des criminels de guerre. Je me souviens des soirées où Maître Klarsfeld téléphonait pour avoir des informations sur les criminels de guerre qu'il voulait rechercher. C'est un battant, c'est un combattant, c'est un résistant. Il a écrit une poésie qui s'appelle « À un sourd » et dont le dernier vers se lit « Je continue la résistance ». Et c'est dans l'action, dans une action de toute sa vie, que mon père exprime la mémoire et que la mémoire ne sera pas perdue. Et j'espère que les générations qui viennent font de même. Bonjour, papa. Bonjour, Raph. Bonjour. Bonjour. Alors, nous allons redonner la parole à Raph. Nous allons l'écouter nous expliquer comment, avec ses yeux et sa perception de témoin direct, de témoin oculaire, de nous dire ce qu'étaient les camps nazis.
L'Allemagne était comme une toile d'araignée couverte de camps, et l'extermination des Juifs devait se faire à l'est de l'Europe. Et c'est au moment où l'Allemagne a attaqué l'Union soviétique qu'a commencé véritablement le massacre généralisé des Juifs. Avec les troupes allemandes, et en première ligne, il y avait 5 Einsatzkommandos qui avaient été mis sur pied par Heydrich longtemps avant, c'est-à-dire que la destruction des Juifs était prévue, et qui, partout où ils passaient, massacraient les Juifs, brûlaient les villages, et rassemblaient les Juifs dans les fosses communes, et les massacraient. Et cela avec l'appui et l'aide de la Wehrmacht, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de collectif. Rares étaient les Allemands qui ont refusé d'accepter de faire ce travail criminel. Raphaël Fagelson a été déporté en tant que juif, mais surtout en tant que résistant. D'ailleurs, je dirais même qu'il a été déporté en tant que résistant. Il se trouve qu'il était juif, mais c'est en tant que résistant qu'il a été arrêté par les nazis et qu'il a été déporté. Nous posons la question à Raphaël Fagelson, comment devient-on un résistant? Comment un jeune garçon juif parisien devient résistant? Dès 40, et je devais avoir à peu près, j'avais votre âge en 40, hein. J'avais 14 ans, j'ai participé à la marche des lycéens aux Champs-Élysées, on a célébré hier. Et puis, on a commencé à devoir faire un certain nombre de choses. Je me souviens qu'un jour, le magasin de mon père servait de boîte aux lettres de la Résistance, et cela, il fallait le faire parce qu'avec le panneau entreprise juive, être un point de la Résistance, fallait le faire, mais c'était quand même une bonne couverture. Et un jour, un homme arrive avec une machine à coudre portative, puis il la dépose. C'était un émetteur qui était déposé là, pendant qu'il ne fonctionnait pas. Quelques heures après, les motocyclistes de la Feldgendarmerie envahissent le trottoir, c'était boulevard Saint-Marcel, il n'y avait pas les petits jardinets qu'il y a aujourd'hui, et puis ils commencent à regarder, et puis ils trouvent le poste de radio. Mon père a soutenu qu'il ne savait pas que c'était, que le client lui avait amené en disant « je vais revenir, j'ai pas le temps, je vais revenir ». Mon père a été condamné à 3 ans de prison par le tribunal militaire allemand pour détention de matériel radio. Et puis, alors là, il y a un petit miracle, au bout de 3 mois, sur les papiers qu'il y avait à la centrale de Clairvaux, il y avait écrit « condamné à 3 de prison ». Alors, un dirigeant de la prison, je ne sais pas si c'est le directeur ou le sous-directeur, appelle mon père et lui dit « j'ai un problème, il y a écrit à 3 de prison, est-ce que c'est 3 mois, ou 3 semaines, ou 3 ans, si tu le sais, ça va, sinon je vais demander à Paris ». Mon père a dit « c'est 3 mois ». Il a donc été libéré. Ça vous montre aussi qu'il y avait quand même des hommes qui étaient humains et patriotes. On lui a même donné le conseil de ne pas prendre le train à Clairvaux et d'aller à la gare de Dijon, parce que sur le quai de la gare, la police arrêtait pour les interner tous ceux qui sortaient de prison. Il est donc allé à Dijon, il est rentré à Paris. 2 ou 3 jours après, je rencontre par hasard un inspecteur de police. Le commissariat était rue Geoffroy-Saint-Hilaire, juste à côté, et il me dit « ton père est en prison hein ?» Alors, je dis « oui ». Il dit « le commissaire est embêté parce qu'il est obligé de te faire surveiller, comme tu es le fils de ton père. Si tu disparaissais, ça nous arrangerait bien. » Ce qui était une façon de me dire « fiche le camp, parce que si un inspecteur dit que ton père est à la maison, on va l'arrêter de nouveau. » Je suis donc parti immédiatement en zone sud, où j'ai eu quelques petits problèmes parce que j'avais des contacts à Lyon, mais ces contacts étaient grillés, il y avait eu des arrestations. Je suis donc parti à Toulouse. Alors à Toulouse, je dis ce que je vais faire, il fallait tout recommencer à zéro. Puisque les contacts que je faisais à Paris
tout était coupé. Et je suis entré comme pensionnaire à l'école Berthelot, où j'ai commencé à organiser les gars. Alors, à l'époque, j'avais 16 ans, j'avais trouvé un livre de Marat au marché aux puces, et j'ai fait un journal que j'ai appelé L'Ami du peuple, avec de beaux articles et de belles déclarations que je pompais chez Marat. Et puis ça s'est développé. Ça s'est développé. Très peu de temps après, j'ai été contacté par l'Union de la jeunesse juive, qui était naissante, enfin qui n'a été officiellement créée qu'en 1943. Et très vite, j'en suis devenu l'un des membres du triangle de direction. Bon, il n'y avait pas que les juifs, il fallait mener un double combat, et pour les juifs, pour sauver les juifs, et puis les emmener au combat, et puis les autres, parce qu'on ne pouvait pas sauver les juifs si il n'y avait pas la guerre contre Hitler. Il y avait d'autres organisations de résistance de jeunes, il y avait des jeunes des mouvements de la résistance, il y avait enfin, un certain nombre d'organisations qui sont coordonnées dans les forces unies de la jeunesse patriotique, dont j'ai pris le commandement militaire pour la région sud. Enfin, pas pour la région sud, pour le sud-ouest. C'est-à-dire que théoriquement, je commandais les jeunes armés de Bordeaux à Perpignan. C'est très théorique parce qu'on n'était pas si nombreux que ça. Hein. On était beaucoup, beaucoup moins nombreux qu'on l'est aujourd'hui, malgré tous ceux qui sont morts. Bon, on a mené un certain nombre d'actions, je vais vous raconter les sabotages. Lors de notre entretien, il y a 20 ans, il y a 21 ans, il y a un jeune, parce que ces entretiens, j'ai oublié de le préciser, et c'est très important, ont été organisés par la synagogue du quartier latin pour les jeunes de la communauté et pour les jeunes également du lycée Yavne qui se situe pas très loin de la synagogue du quartier latin elle-même. Michel, excusez-moi de vous interrompre tous, juste pour vous dire qu'on a la chance et le bonheur d'avoir Raph Feigelson en ligne avec nous sur Zoom. Si vous l'avez pu, certains l'ont déjà aperçu. Et je voudrais juste qu'on salue Raph et qu'on le remercie d'être avec nous. On va peut-être juste, je t'ai interrompu parce que c'est tellement important. Bien sûr. Voilà. Raph, on peut donner le micro à Raph s'il nous entend. On peut activer son micro. Voilà. Attends, vas-y. Oui, non, mais il faut. Raph, est-ce que vous avez activé le micro de votre côté? Le micro est ouvert, Mala. On ne vous entend pas. Dommage. Mala, vous nous entendez? Faites-nous un petit signe. Oui, Mala nous entend. Avec Raph, ils nous entendent bien. C'est certainement de votre côté. Vous avez un... Il faut cliquer sur l'icône qui représente une petite caméra. Il faut cliquer sur la petite caméra en bas à gauche. Non, sur un petit micro, sur le micro. La caméra, on vous a... Ah oui, sur le micro, oui, pardon. Tout à fait à l'extrême gauche. Il y a un petit micro. Il faut cliquer sur le micro. Voilà. Donc, on a Mala et on va essayer de voir. Voilà, on a Raph qui nous fait coucou, qui nous fait signe et qui nous entend. Et Michel, je te laisse la parole pour... Oui, il n'y a pas moyen de cliquer sur le micro pour qu'il nous rejoigne en parole? On l'a fait à distance, mais il y a un problème technique qui vient de... Entendu. C'est les lois du direct. Entendu. Alors, donc, pardon, Raph, je suis obligé de reprendre le fil de l'entretien d'il y a 20 ans. Donc, il y a 20 ans, comme nous avions fait cette réunion avec des jeunes, il y avait un jeune, je ne me rappelle plus si c'était un jeune garçon ou une jeune fille, qui a posé à Raph la question suivante: est-ce que Monsieur Feigelson, en tant que résistant, vous avez dû tuer?
Et voilà la réponse de Raph. Je vais vous raconter une anecdote. Un soir où je rentrais après le couvre-feu, le long du canal où il y avait des arbres, je suis face à face avec un SS et dans mon souvenir, c'est un géant. Le gars était complètement ivre. Et puis il me prend par l'épaule et puis il me dit Trinquet, il voulait m'emmener boire. Je ne savais pas comment m'en débarrasser. Moi, je me voyais perdu. Et puis, il trébuche. Et à côté de sa tête, il y avait un gros pavé. Alors j'ai pris le pavé, puis je lui ai martelé le crâne. J'ai pris son revolver. Je l'ai balancé dans le canal. C'est ça la guerre, j'ai pas été comme le roi Shaoul, qui a eu pitié d'Amalek et qui a laissé vivre. Un ennemi qui veut te tuer, on le détruit. On n'a pas le droit de faire preuve de pitié. Ça, c'est la responsabilité d'un chef et d'un combattant. J'avoue que c'est très difficile. Hein, le cœur en prend un coup. Hein. Raphaël Fagelson, combattant de la résistance. Mais Raphaël Fagelson va être arrêté, et c'est parce qu'il est arrêté qu'il va être envoyé à Auschwitz, tout à fait à la fin de l'occupation nazie en France. Tout s'est joué à quelques semaines près. Alors, Raphaël Fagelson nous raconte son arrestation et son voyage vers Auschwitz. J'ai un rendez-vous un dimanche matin, et puis la milice m'attendait au rendez-vous. Le gars avec qui j'avais rendez-vous avait été arrêté, et il avait donné le rendez-vous qu'il avait avec moi. Chez moi, ils ont trouvé, alors j'avais gardé le revolver du SS. Hein. Normalement, je ne devais pas être armé, mais comme je savais que le débarquement n'était pas loin, je me suis dit, je vais quand même garder un souvenir, qui sera un souvenir à moi. Les miliciens ont trouvé le revolver. Mais, petit miracle, il y a un milicien qui l'a gardé pour lui. C'est-à-dire que ça ne figurait pas sur le rapport de mon arrestation. Sans ça, il m'aurait carrément coupé en rondelles. Bon, je suis de l'interrogatoire, la milice, la Gestapo, c'était pas amusant du tout. Je vais voir comment aller triste. Tout ce que vous avez pu voir au cinéma ou lire dans des livres, et je ne vais pas m'étendre sur ces détails qui sont trop tristes. Je suis donc envoyé à Compiègne, mais en même temps, mon nom figurait sur une liste pour être envoyé à Drancy. Et à Compiègne, je devais être déporté, je ne sais pas si c'est le 30 juin ou le 2 juillet 1944, quand Brunner est venu chercher les Juifs qui étaient à Compiègne, avant que la Gestapo vienne me chercher. Et une fois entre les mains de Brunner à Drancy, la Gestapo ne pouvait plus rien contre moi, parce que les pouvoirs de Brunner, qui était non seulement le commandant du camp de Drancy, mais l'adjoint d'Eichmann pour la France, avait des pouvoirs exorbitants. Même le chef de la SS en France, ou de la Gestapo en France, ne pouvait pas lui donner d'ordre. Il ne dépendait que d'Eichmann ou d'Himmler. Donc, encore un petit miracle, je n'ai pas été repris par la Gestapo, et je me suis retrouvé à Auschwitz. À Auschwitz, comme je le disais tout à l'heure, à Auschwitz pendant l'été 1944, c'est une usine qui fonctionne à plein régime. Les soviétiques, l'armée rouge, se rapprochent à grands pas du Reich nazi, mais à Auschwitz, l'usine de mort d'Auschwitz continue à fonctionner. Alors, nous posons à Raphaël Fagelson la question: comment peut-on vivre et survivre à Auschwitz?
s'appelait Bombenkommando. On devait déterrer et déminer des bombes qui n'avaient pas explosé. Pour la première fois, il y avait d'autres commandos avant nous, mais il y avait toujours des accidents, des gars qui donnaient des coups de pioche sur les bombes et ils explosaient. Là, ça ne s'est pas produit. Et quand on est revenu à Auschwitz, le SS, il était tout fier de nous, et il nous a transformés en Luftschutzkommando, commando de protection anti-aérienne. Il nous a habillés avec des uniformes de l'armée italienne, avec des petits chapeaux à plumes, et on est resté comme ça quelques jours à rien faire, sauf quand il y avait des alertes où tout le monde était consigné, mais pas nous. Puis un jour, au cours d'une alerte, il y a eu bombardement. Dans l'aviation britannique, j'ai vu les cocardes britanniques. La vieille cordonnerie a été touchée et des bâtiments de SS. Alors il a fallu déblayer. En déblayant, on a trouvé, je crois, 2 ou 3 revolvers. Je les ai fait rentrer dans le camp. Et les camarades voulaient qu'on les garde. J'ai dit, qu'est-ce que nous on peut faire avec ça? Pour les donner à l'organisation de résistance avec laquelle on avait le contact, mais qui était extrêmement méfiante pour des raisons de sécurité qui étaient beaucoup plus importantes que celles dans la clandestinité en France. Et puis, m'étant trouvé dans un commando disciplinaire, pour une raison que j'ignore complètement, et où la durée de vie était de 15 jours, 3 semaines maximum, l'organisation de résistance m'a sorti du commando disciplinaire et m'a fait rentrer dans un commando qui était la vieille désinfection, complètement entre les mains de l'organisation de résistance. Alors là, le travail était plus facile, on avait simplement à désinfecter des vêtements dans des étuves à vapeur. C'était juste en face le bloc 11, là où on fusillait. Et à la limite du camp, et de l'autre côté des barbelés, il y avait le fameux bâtiment où s'est installé le Carmel, et où j'allais porter des vêtements désinfectés. Le SS nous ouvrait la porte, et puis on y allait tout seul. Il ne nous accompagnait pas. Alors quand j'entends dire que le Carmel n'est pas à Auschwitz, ça me fait sourire. Michel a rappelé tout à l'heure que la zone d'Auschwitz s'étendait sur 100 km. Les nazis arrêtent le fonctionnement des exterminations en novembre 1944. Et en novembre et en décembre, ils savent que les Russes se rapprochent et ils commencent, je l'ai expliqué tout à l'heure, ils commencent à transférer le maximum de déportés à l'intérieur du Reich, des hommes et des femmes qui sont encore valides, encore vivants, encore capables de travailler. Et par ailleurs, ils commencent à détruire un certain nombre de leurs installations. C'est à ce moment-là que, tout à fait au début de 1945, l'ultime offensive russe commence, et c'est donc à ce moment-là que le camp va être libéré par l'armée rouge. Raphaël Fagelson nous raconte comment il a pu s'évader du camp et comment il a pu contacter l'armée rouge qui se dirigeait pas du tout dans cette direction, et il a persuadé des unités de l'armée rouge de venir à Auschwitz avant que les nazis n'aient fait disparaître les preuves de leurs crimes. Le 18 janvier 1945 a eu lieu, le 12 janvier 1945, il y a eu la grande offensive soviétique de la Baltique à la mer Noire. Alors ça a été un véritable rouleau compresseur. Et les Allemands ont commencé à évacuer Auschwitz le 18 janvier. Moi j'étais décidé à pas être évacué, parce que si les Russes arrivent, je ne vais pas rester avec les Allemands. Mais j'ai dit aux camarades de mon convoi que j'ai pu voir,
qui étaient dans les colonnes pour être évacués, partez pas, essayez de ne pas partir, les Russes arrivent. Il y en a 3 qui m'ont écouté. Les autres sont partis. Ces 3-là ont été repris. Mais ce sont les 3 seuls qui sont revenus. Ils ont fait les marches de la mort. Encore une fois, moi j'ai la preuve que si on cède à soi-même, Dieu aide aussi. Pas à tous les coups, enfin, si on ne cède pas soi-même, il n'y a pas de raison que Dieu s'en mêle. Donc il y a une série de petits miracles, mais j'avais toujours pas compris pourquoi. Moi je disais que j'avais beaucoup de chance. Hein. J'ai mis 30 ans pour comprendre. Et l'organisation de résistance nous avait dit aussi d'éviter l'évacuation, parce que les partisans polonais viendraient nous rejoindre et qu'on ferait une révolte pour libérer le camp. On n'a pas vu les partisans polonais, mais on a vu arriver un commando spécial SS et on a compris qu'ils allaient tout détruire. Alors on s'est évadé, c'était je crois le 21 juin, dans la nuit du 21 au 22 janvier. On a traversé le front germano-soviétique, mal armé, mais un peu armé quand même. Alors tout ça, ça tombait autour de nous, les orgues à Staline, les bombes, vraiment invraisemblable. On n'a pas eu d'égratignure. Et quand on a rejoint les Russes, ils nous ont collés au mur. Et ils collaient au mur, vraiment. Ils nous ont mis dans une maison, une pièce, et prêts à nous exécuter. Les civils armés sur un front de guerre, c'est pas très cachère, ça. Hein. Et puis je vois un officier, alors je l'appelle, je lui dis Tovarich officer, et le gars s'approche et il m'entend parler yiddish. Et c'était un juif. Les soldats c'était des Mongols. Alors bon, ça a arrangé un peu nos affaires, je lui ai expliqué qu'Auschwitz c'était pas loin et qu'il fallait foncer sur Auschwitz pour y arriver avant que le camp soit détruit, parce que les Alliés auraient besoin de preuves matérielles pour voir Auschwitz, ils connaissaient Auschwitz, hein, on connaissait Auschwitz, et je dois dire que ceux qui disent qu'ils ne savaient pas, qu'ils ne connaissaient pas le massacre des Juifs, ou bien enfin, le public ne connaissait pas. Mais en tout cas, la résistance et les fonctionnaires savaient qu'on massacrait les Juifs sur une grande échelle. On a appris, nous, dans la résistance, juive en tout cas, l'ampleur et les moyens du massacre à l'automne 42. Et Vichy savait, j'ai ici une petite note, là, mais il faudrait que je la retrouve pour vous la lire. Donc il y a un monsieur comme Papon qui dit qu'il ne savait pas, c'est pas vrai, il savait. Bon, donc, parti avec les Russes, là je leur ai demandé une mitraillette, et puis on a foncé sur Auschwitz, et on a liquidé tous les SS, et je suis parti avec eux, on a liquidé la région. Dans la forêt Gleiwitz, sur une route, j'ai eu des cadavres et des cadavres et des cadavres à n'en plus finir. Et puis, je ne sais pas qu'ils m'ont renvoyé dans mes foyers, mais quand on est revenu à Auschwitz et que j'ai dit que je voulais continuer avec eux, ils m'ont dit on va vers un sans toi. Et ils m'ont dit, les commissaires soviétiques sont arrivés pour examiner un tas de choses. C'est pour ça que j'ai pu ramener un certain nombre d'informations sur les camps. On m'a dit, Staline t'invite à Moscou. Flatteur. Et je me suis dit, on dit, mais on ne peut pas t'y accompagner parce que c'est la guerre encore. Hein. Mais tu t'es bien débrouillé jusqu'ici, tu pourras regagner Moscou. Et je me suis dit, comment je vais rentrer chez moi? Si je vais à Moscou, je ne rentrerai pas avant la fin de la guerre. Donc, Raphaël Fagelson ne va pas voir Staline à Moscou, il préfère rentrer en France, à Paris, où il retrouve sa mère, où il retrouve quelques survivants et où il retrouve une jeune fille qu'il épousera, qu'il avait rencontrée avant d'être arrêté dans la résistance et qu'il va épouser au retour de la guerre. Et depuis, le combattant de la résistance est devenu un combattant du devoir de mémoire et de résistance. Alors, nous posons à Raphaël Fagelson cette question, pourquoi faut-il non seulement commémorer la sortie d'Égypte, la sortie, c'est un lapsus révélateur et qui a beaucoup de sens
comme nous allons peut-être le dire tout à l'heure, dans un instant, pourquoi commémorer non seulement la sortie d'Égypte, mais la sortie d'Auschwitz? Quel est le sens, non seulement de commémorer, mais de célébrer la sortie d'Auschwitz? Situer la Shoah au même niveau que Purim et Hanouka. Pour Purim et pour Hanouka, on célèbre la délivrance. Avant Purim, Haman, qui était un Amalécite, voulait la destruction de tous les Juifs du monde. Bon, les choses se sont arrangées grâce à Esther et à Mordechai, mais le décret d'Assuérus prônant l'extermination des Juifs est toujours en vigueur, parce qu'un décret d'Assuérus ne s'annule pas. Mais il a autorisé les Juifs à se défendre. Bon, Haman a été pendu, ça n'a pas pu se faire. À Hanouka, les Grecs voulaient non pas tuer physiquement les Juifs, mais déjudaïser les Juifs. Alors les Juifs se battaient, ils gagnaient. Et puis le samedi, ils ne se battaient pas, alors ils se faisaient tuer. Et Judas, Maccabée et ses frères ont décidé de se battre le samedi parce qu'il s'agissait de sauver des vies humaines. Et qu'est-ce que l'on célèbre pour Purim et pour Hanouka? La délivrance. Et il faut que pour la Shoah, on célèbre la délivrance, le 13 Shevat, la sortie d'Auschwitz. Les malheurs, il ne faut pas les oublier, mais il ne faut pas vivre perpétuellement dans le malheur. Alors que faire pour célébrer les malheurs? Moi, j'ai proposé qu'on s'associe aux jeûnes du 10 Tevet. Certains voudraient un jeûne supplémentaire, mais on est assez jeûné à Auschwitz, dans les camps et dans les ghettos, pour ne pas imposer un jeûne supplémentaire. Mais que tous les juifs, religieux ou pas religieux, parce que moi je ne connais pas de juifs religieux ou pas religieux, je ne connais que des juifs. C'est pas grand-chose aujourd'hui de ne pas manger un jour. Et pourtant, pour ceux qui ne jeûnent pas, vous verrez combien c'est difficile. Un dernier mot de Raphaël Fagelson il y a 20 ans, un dernier mot sur l'évasion proprement dite. Quand la nuit est tombée, on a percé les barbelés qui n'étaient plus électrifiés, et puis on s'est pris des draps, et puis on a rampé dans la neige. Alors à un moment, on a entendu des chiens, ils nous cherchaient, ils ne nous ont pas trouvés. Et on allait du côté, on entendait les on avait bien une boussole qu'on avait piquée dans les bureaux de SS, mais on se fiait plutôt au bruit des arbres. Voilà, voilà l'essentiel de l'extraordinaire témoignage de Raphaël Fagelson tel qu'il nous l'a transmis il y a 20 ans, il y a 21 ans. Et maintenant, je crois que probablement beaucoup d'entre vous souhaiteraient poser des questions à Raphaël Fagelson. C'est peut-être difficile de l'interroger lui-même directement, il nous regarde, mais ce sera peut-être difficile pour lui de nous répondre, mais je crois que Patrick Fagelson peut se faire très légitimement son interprète. Il l'a déjà fait à plusieurs reprises devant nous les années précédentes. Donc, je propose à toutes les personnes qui souhaitent poser des questions supplémentaires, complémentaires,
de les poser et Patrick répondra au nom de Raphaël Fagelson. Vous pouvez les poser dans la partie conversation sur le chat. Une question. Patrick, tu as la Auschwitz. Vous voyez qu'il y a… Alors, il y a déjà une question. Voilà. Patrick, es-tu déjà allé à Auschwitz? Oui. 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 Qu'est-ce que ça fait au fils de Raphaël Fagelson d'aller à Auschwitz? Alors, il y a deux choses qui me viennent en mémoire avant que je parte. Bien sûr, je suis parti de Paris. Mon père m'a dit, tu vas voir, c'est 100 km, c'est 100 km sur 100 km, c'est grand, tu n'as pas idée. Et la deuxième chose qu'il m'a dit, c'est quand tu rentres par le portail où il y a marqué Arbeit macht frei, tu verras 2 blocs et tu tournes à droite et c'est là où il y avait la désinfection et tu verras, il y a une porte et c'est là où on allait à l'extérieur, ce qu'il a évoqué tout à l'heure où il n'était pas accompagné. Et je dois dire que bon, j'ai pris ce qu'il m'a dit pour argent comptant. J'ai visité des endroits avec une étendue immense dans ma vie. Mais Dieu, c'est vrai, quand on est à Birkenau, c'est sans fin. C'est sans fin. Le monde devient prison. Il faut y être pour se rendre compte de la véracité de ces paroles, de cette réalité. C'est incroyable. Et la deuxième chose, il avait le devoir de mémoire, oui, c'était exactement ça. Je suis passé par le portail, j'ai fait 2-3 blocs, je suis tourné à droite. On ne pouvait pas le visiter pour des raisons de maintenance. Trop de gens pourraient causer la destruction de ces bâtiments, donc ce n'était pas visitable. Mais la personne qui nous guidait, la guide, m'a dit oui, en effet, il y a la porte et ça. Et donc j'étais assez heureux que mon père puisse se souvenir si bien de ces choses. Voilà. Oui, je suis allé à Auschwitz. Alors, on a 2 autres questions. La première question, c'est comment était organisée l'organisation de résistance à Auschwitz? Et la deuxième question, c'est quel a été l'accueil des rescapés à leur retour en France? Alors ça, c'est aussi une question qui m'est destinée. Oui. Bah oui. C'est difficile en la présence du vrai témoin. Hein. Ça me met dans une situation un peu difficile. J'aimerais bien qu'il puisse lui-même répondre à l'organisation dans le camp. Les souvenirs de ce qu'il a partagé avec moi, c'est que c'était organisé, mais très, très difficile parce que les conditions de sécurité étaient impitoyables. Donc, c'était très difficile de s'intégrer, d'être intégré à l'organisation de résistance. Une fois qu'on y était, c'était une grande responsabilité parce qu'il fallait donner des dollars. Enfin, ce qui était trouvé soit au tri, soit à la désinfection devait être transmis pour une grande part à l'organisation de résistance. Donc, c'était un danger permanent. J'aimerais bien voir sa vidéo pour voir s'il approuve ou s'il désapprouve. Mais bon, je ne le vois pas. Quelle était la deuxième question? Une petite précision, ton papa, Raph, a dû nous quitter, il a été se coucher, puisqu'il est tard pour lui. Et donc, voilà, pour ton information. Et on lui a promis l'enregistrement et il verra la suite, puisqu'il a dû nous quitter en cours de route. Voilà. Donc, c'est pour ça que tu peux répondre à ta convenance. Je vais faire mon mieux. 2 petites choses. La première, c'est que la vidéo qui a été utilisée, je ne l'ai pas. J'aimerais bien la voir. Avec plaisir. Merci. Et la deuxième chose, j'aimerais juste ajouter, parce que je suis la deuxième génération, un petit commentaire à ce qu'il a dit. Si j'étais allé voir Staline, je n'aurais pas pu revenir en France
avant la fin de la guerre. Et d'après ce qu'on sait maintenant, s'il avait été voir Staline, il serait probablement jamais rentré en France. Il aurait terminé dans un goulag. Ce n'est pas le seul résistant qui aurait été éliminé par Staline. Ça a été une hécatombe après la guerre. Donc, Dieu merci, il a décidé de changer ses plans et d'aller prendre ce bateau anglais pour regagner la France qui était toujours occupée en bataille, continuer le combat. Il y a une deuxième question qui a été posée, je crois que je n'y ai pas rappelé, je ne me souviens pas ce que c'est. Alors, c'était... c'était, voilà, quel a été l'accueil des rescapés à leur retour en France? Alors, en gros, et ça je le tiens pas seulement de mon père, mais de tous les rescapés, en gros, personne ne pouvait comprendre et donc croire à ce que les rescapés racontaient. C'était tellement en dehors de l'imaginaire humain que personne ne pouvait... et je pense, moi, que c'est toujours vrai. On peut comprendre les mots, on peut voir les images, on peut écouter les témoins, mais savoir ce qui a été vécu, c'est très difficile. Et mon père me dit que tout de suite après la guerre, avec l'uniforme de l'armée rouge que vous avez pu voir sur une des photos, sur l'uniforme de l'armée rouge qui lui avait été donné donc par les soviétiques qui ont libéré Auschwitz avec lui, il allait dans les écoles pour raconter à une époque où ce n'était pas du tout à la mode. Il a fallu attendre 20 ans pour qu'il y ait un mouvement qui se crée, où il y ait plus de réceptivité à ces choses-là, mais à l'époque, non. Donc, mon opinion, c'est qu'il y avait surtout en France, le psyché du pays était coupable. En gros, et on préférait ignorer les choses que les admettre pour les corriger. Alors, on a encore quelques questions. Alors, je te les lis. Quelle a été l'attitude des soldats soviétiques vis-à-vis des rescapés à Auschwitz? Ça, c'est la première question. Et ensuite, on a quel regard portez-vous aujourd'hui sur ce devoir de mémoire? Pensez-vous qu'il faille faire plus aujourd'hui? Je vais répondre d'abord à la deuxième. Oui, il faut toujours essayer de faire plus. On vit dans un monde où aujourd'hui, où je voyais les statistiques aux États-Unis, 38% aux États-Unis des crimes, je ne sais pas comment on appelle ça en français, de haine, s'appliquent pardon? Raciste, à caractère raciste, des caractères oui, 38% s'appliquent à tout combiner ensemble, les Noirs, les Mexicains, les transgenders, et le reste, les 62% qui restent, c'est les Juifs. Alors qu'on soit noir ou gay ou juif, quand on se fait tabasser, on se fait tabasser, c'est pas le problème, mais c'est quand même intéressant de voir que 76 ans après la fin de la guerre, il y a toujours Amalek qui est présent. Donc, le devoir de mémoire, c'est pas seulement se souvenir, mais c'est être proactif dans la mémoire et c'est bien voir d'où le danger peut venir. On sait que tous les siècles, on aura un Amalek. Bien voir d'où le danger peut venir. Pas recréer les vieux clichés peuvent changer, peuvent se transmuter, pour employer un mot à la mode. Ça peut venir d'endroits qu'on n'a jamais vus avant, donc il faut être très vigilant déjà et sans pitié, à mon avis. Et la première question, c'était quoi? Alors, la première question, c'était
Voilà. Quelle a été l'attitude des soldats soviétiques vis-à-vis des rescapés à Auschwitz? Alors, les photos qu'on voit, qui sont les plus connues, ça se passe, ça n'a pas été pris le 27 janvier, ça a été pris les jours qui viennent. Et d'après ce que je sais, les soldats ont été très disciplinés en matière d'intendance, on va dire. Ils n'avaient pas beaucoup de nourriture, donc ils n'ont pas pu en donner beaucoup aux déportés. Et ça a été sans doute une bénédiction déguisée, parce que les estomacs n'étaient pas à même de prendre une nourriture commune. Et d'autre part, bon, bah, il y avait des soldats, il y avait des femmes, et les soldats, c'est des soldats, donc on a parlé de viol, on a parlé, je l'ai entendu, j'ai jamais pu vérifier ces choses-là, ça paraît possible, mais j'ai pas d'informations précises à ce sujet. Alors, il y a encore peut-être 2 autres questions. Une à la fois, s'il vous plaît. Alors, Possible. voilà. C'était ici. Voilà. Alors, quelle a été la réaction des survivants au moment de la création de l'État d'Israël? Y a-t-il eu une intention d'y aller? Par qui? Chez les rescapés. Des rescapés en France? En France, oui, par exemple. Bon, ça, c'est une question pour Michel, hein, pour l'historien. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés en Israël parce que quand ils sont rentrés en Pologne, ils se sont fait accueillir à coups de pierre. Il y a eu des pogroms. Un des plus importants pogroms en Pologne a été après la guerre. Donc, oui, c'était une motivation pour retourner au pays. Mais en France, je ne sais pas vraiment. Michel? Il y a eu beaucoup de volontaires français qui sont partis se battre dans l'armée israélienne en 1948. Il y a eu une très grosse mobilisation politique autour d'Israël, dont le noyau était juif, mais qui touchait une grande partie de l'opinion publique française. Dans les années 46, 47, 48, on peut dire que 75% à peu près de l'opinion française était favorable aux Juifs et à la création d'un État juif. Ce sont des choses assez extraordinaires, mais il y avait les communistes qui soutenaient la création de l'État d'Israël parce que Staline avait décidé que c'était son intérêt de soutenir la création de l'État d'Israël. Il y avait les socialistes qui, à ce moment-là, étaient encore dirigés par Léon Blum, et Léon Blum avait un cœur juif et souhaitait fortement la création de l'État d'Israël. Il y avait aussi une bonne partie de la droite française qui soutenait la création d'Israël pour damer le pion aux Anglais, parce qu'il y avait eu tout au long de la Deuxième Guerre mondiale, un contentieux entre les Français et les Anglais. Donc, étrangement, une grande partie de l'opinion publique française à ce moment-là, de Jean-Paul Sartre au général Koenig, qui était le gouverneur général français en Allemagne, soutenait la création de l'État d'Israël. Et il y a eu beaucoup de volontaires français qui sont partis dans le cadre de ce qu'on appelait le Mahal, c'est-à-dire le programme de volontariat étranger, c'est-à-dire non israélien, pour la guerre d'indépendance. Tous les volontaires ne sont pas restés en Israël. Beaucoup d'entre eux, une fois que la guerre d'indépendance a été terminée, sont rentrés en France, mais d'autres sont restés. Il faut bien comprendre une chose, c'est que la création d'Israël a été un événement tout à fait extraordinaire. Maintenant, il n'était pas toujours facile pour tout le monde, après avoir connu les bouleversements de la guerre, de connaître cet autre bouleversement que pouvait constituer le fait
d'aller s'installer dans un pays où les conditions étaient encore extrêmement précaires, extrêmement difficiles. Il y avait beaucoup de survivants dont le cœur était entièrement avec Israël, mais qui, rentrés en France, se sont préoccupés d'abord de pouvoir faire vivre leur mère ou leur père quand ceux-ci avaient survécu, ou un frère ou un jeune frère, qui se préoccupait avant toute chose de reconstituer une famille juive. Mais il est certain qu'à partir de ces années-là, il y a eu quelque chose dans le cœur de tous les Juifs français, un soutien spontané, total, inconditionnel pour Israël après la Shoah. Le fait qu'Israël existe, ce n'était pas une compensation, mais c'était une chose qu'on ne pouvait pas lâcher. C'était quelque chose qu'on était obligé de soutenir. Il y a, je vois quelques autres questions qui nous sont posées. Il y a 2 questions qui sont posées autour de l'idée, est-ce que ça pourrait recommencer? Oui, Michel, il y a d'autres questions, ça ne s'arrête pas. Petite parenthèse, enfin, j'ouvre quand même une page importante, puisque nous avons la chance d'avoir la présence du grand rabbin, M. Goldman, le grand rabbin Goldman, qui est avec nous et qui nous a rejoints, vous voyez. Et même, j'aperçois même Shlomo Balsam qui nous a rejoints aussi. Enfin, monsieur le grand rabbin Goldman et Patrick, bien sûr, je ne t'oublie pas, mais il y a une question parmi d'autres qui est arrivée, et peut-être que monsieur le grand rabbin veut prendre la parole ou pas, parce qu'elle correspondrait à l'histoire qui est la suivante. Pourquoi la commémoration que nous faisons à Vauclin ne s'étend pas dans toutes les synagogues sous l'égide du consistoire? Que pouvons-nous faire pour que cela soit le cas et pour que le flambeau du combattant soit transmis? Voilà. Monsieur le grand rabbin, est-ce que vous acceptez de nous répondre? Oui. Alors, ça y est, j'ai mis le micro. Écoutez, moi, je ne suis responsable que de moi-même et pas des autres. C'est déjà compliqué. Mais lorsque, à Vauclin, notre ami Raphaël Gesson a mis en train cet anniversaire du 27 janvier, et je connais à peu près son histoire telle que nous l'a rapporté son fils Patrick, évidemment, eh bien, j'ai essayé d'en parler à l'époque au président du consistoire de Paris qui était Moïse Cohen. Alors, je crois que pendant un certain nombre d'années, on a marqué cet anniversaire dans le calendrier du consistoire. Mais l'idée n'a pas été partagée par beaucoup de communautés. Je vais vous dire peut-être quelque chose de très méchant. C'est une constatation. Pendant de longues années, j'allais aux cérémonies, j'y vais encore, maintenant on ne peut pas y aller à cause du virus. J'allais aux cérémonies du mémorial du martyr juif inconnu. Et là, je voyais chaque année de moins en moins de personnes, mais c'était presque toujours des personnes âgées. Et elles étaient pratiquement toutes des rescapés ou des gens venant de ces familles-là. J'ai un jour posé la question à une personne en qui j'avais confiance, qui était séfarade. Elle m'a répondu innocemment, mais ça ne nous concerne pas. J'ai été évidemment abasourdi d'entendre une telle chose. Or, je constate qu'effectivement, la plupart des communautés qui sont bien dirigées, qui sont dynamiques, quand on leur a parlé de la libération des camps d'Auschwitz, bien, ça ne les a pas touchés. On a transmis par l'intermédiaire du consistoire. Donc maintenant, j'en suis là à rester moi-même spectateur attentif pour tout ce qui se passe à Vauclin. C'est ma communauté, mais je ne peux pas être responsable des autres. Voilà la réponse que je voulais vous donner. En tout cas, il ne faut jamais rater une occasion de parler du passé et le transmettre pour l'avenir. Merci. À votre disposition. Bien sûr, merci monsieur le grand rabbin. Michel, je te redonne la parole en sachant que tout cela est enregistré, que vous pourrez retrouver le lien. Je voudrais avant toute chose rebondir sur
un propos du grand rabbin Goldman. Je crois que effectivement, il se peut que certains milieux, disons séfarades, aient pu penser que Auschwitz ne les concernait pas. Je voudrais dire deux choses. Premièrement, que mon expérience personnelle a été tout de même que j'ai vu dans le monde séfarade tout entier une conscience très, très vraie, très profonde du fait que... Il n'y a pas de son. Que, pardon, On n'entend pas. on ne m'entend pas. Non, il y a une coupure. Ah, très bien. Non, je disais simplement que une grande partie, sinon la plus grande partie du monde séfarade, en fait, sait très bien que ce sont tous les Juifs qui étaient condamnés à mort par le système nazi, et que si l'occupation nazie s'était prolongée en Afrique du Nord, si les nazis avaient pu conquérir la Palestine de l'époque, eh bien, il y aurait eu 2 millions de Juifs supplémentaires qui auraient péri pendant ces événements. Mais je voudrais simplement mentionner mon père qui a été déporté à Auschwitz pendant très longtemps, et il m'a raconté l'arrivée des Juifs séfarades de Salonique. Vous savez que Salonique était la grande métropole séfarade en Grèce. Avant, elle était dans l'Empire ottoman. Et les Juifs de Salonique ont été déportés en 1943 dans des circonstances absolument abominables. Et mon père me disait, ils sont arrivés et Ouais. ils ont disparu. Ils ont disparu, c'est une formule très imagée, très dure. Ils ont disparu comme du beurre dans la poêle. Ils ont disparu du jour au lendemain. Ils ont péri tout de suite. Je parle de ceux qui n'ont pas été gazés immédiatement, qui ont été sélectionnés pour le travail. Ils ne pouvaient pas concevoir ce qui leur arrivait. Ça a été un des moments les plus terribles dont mon père a pu être témoin. Comme je le disais tout à l'heure, pendant l'été 1944, les nazis étaient encore en train de fouiller les moindres îles grecques pour trouver quelques juifs cachés pour les envoyer à Auschwitz. Et il y a eu bien sûr de France, par exemple, un très grand nombre de juifs algériens, de juifs marocains, de juifs tunisiens qui ont été déportés, donc qui ont subi la Shoah exactement comme les autres. Alors, il y a une question, je me permets d'y répondre. Il y aura bien sûr, la conférence a été enregistrée, donc il y aura un lien pour pouvoir la retrouver pour ceux qui n'ont pas pu y assister. Et il y a une dernière question, je pense qu'on peut finir avec cette question-là. C'est pourquoi ne fêtons-nous que la libération du camp d'Auschwitz le 27 janvier et ne pas avoir choisi une date une fois que tous les camps aient été libérés? Si je peux me permettre, c'est la question qui est au cœur du débat. Tant qu'on dira le 27 janvier, quelque chose clochera. Le 27 janvier ne va pas durer, il ne faut pas se leurrer. C'est comme si les non-juifs se mettaient à dire oh, Purim, ce n'était pas juste, on va célébrer le 15 mars. Ça ne tiendra pas. La bataille que mon père a essayé de mener, qui a été suivie par, à ma connaissance, seulement la synagogue du quartier latin, et pendant quelques années, celle dont je suis membre, ici à Auckland, l'idée essentielle, c'est de dire, si on veut se souvenir, et ça, je cite mon père, si on veut se souvenir et être reconnaissant à Hachem que la Shoah s'est arrêtée, il faut prendre la date où ça s'est passé, le 13 Shevat, un Shabbat, Parashat Béchalar, ce n'est pas un hasard, c'est plutôt la divine providence, Ashkara Praktit.
il faut que les rabbins de notre temps se prennent par la main. On n'a pas demandé, aux Juifs, qu'est-ce que vous penseriez de fêter Hanouka ou de fêter Pourim? Non, c'est les rabbins de l'époque qui ont décidé d'établir une tradition de souvenirs qui n'a pas encore sa place dans le monde d'aujourd'hui. Je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec l'un de nos rabbins ici à Auckland. Il dit, Pinchas, comment tu veux que je demande aux rescapés de se réjouir de la Shoah? Je lui dis, non, pas de se réjouir de la Shoah, de se réjouir de la fin de la Shoah, d'avoir une fête pour célébrer la fin. Et on retrouve cette dualité dans Pessah. Pessah, c'est l'exode, c'est aussi la souffrance de l'esclavage. Et peut-être que les choses vont passer quand le dernier témoin aura disparu. Les générations suivantes vont peut-être réaliser que c'est quelque chose d'important et quelque chose dont il faut se souvenir. Après tout, il y a, à ma connaissance, que 2 personnes qui ont célébré Pessah. Toutes les générations qui étaient, toutes les personnes qui en actualité étaient en Égypte n'ont jamais célébré Pessah, à part 2, Yoshua. Mais sinon, alors peut-être que ça sera pareil avec le souvenir du 13 Shevat. Et j'ajoute pour finir qu'il a toujours été très clair dans les textes de mon père que la libération, mieux la délivrance d'Auschwitz le 13 Shevat était utilisée, Auschwitz était utilisé comme le symbole brutal de la Shoah. Donc c'était, parce qu'on peut pas, il faut bien trouver un lieu commun. Donc c'est le symbole brutal et la libération. C'est pas la fin de la guerre, c'est pas la fin de la Shoah, la délivrance d'Auschwitz, mais c'est la Shoah par excellence, le symbole brutal, comme il le disait. Merci Patrick. Merci Patrick. Monsieur le rabbin Goldman veut dire quelque chose. Je vois faire des signes. Alors attendez. On va redonner le micro à monsieur le grand rabbin Goldman, Voilà. à moins que les signes ne m'étaient pas destinés. Et Michel, ensuite, je te laisse. Monsieur le grand rabbin, vous voulez intervenir? Oui, voilà. On m'entend? Oui, très bien. J'ai ouvert le micro chez moi. Vous me redonnez le micro? Oui, Bon. on vous entend. Voilà. On m'entend? Bon. Non, je voudrais d'abord rappeler à propos de ce que vient de dire Michel concernant les déportations des Juifs de Salonique. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on peut considérer que sur les 6 millions de Juifs morts à Auschwitz et dans les conditions que nous connaissons, il y avait au moins 1 million de séfarades, ceux de Yougoslavie, ceux de Grèce, et il y a eu des déportations qui ont commencé à partir de la Tunisie. Il ne faut pas oublier ça. Et les Allemands ont même organisé un camp de travail en Tunisie, et il y a eu des thèses qui ont été faites là-dessus. Ça, c'est quelque chose qu'il fallait rapporter et rappeler. Maintenant, concernant la fameuse date du 27 janvier, on a beau rêver, si on veut la mettre au 15 Shevat, très bien. Moi, je ne suis pas contre de manger des fruits et de boire de la vodka, comme dit toujours Raph. Vodka égale kavod. Bon, c'est comme ça qu'il nous a incité à avoir le 13, oui, le 13. Alors, maintenant, il ne faut pas oublier que le 27 janvier a été déclaré par l'ONU, Journée nationale de la libération du camp d'Auschwitz. Tant que c'est l'ONU et que ça passe dans tous les pays, on n'est pas trop inquiet. Et je rappelle que cette semaine, moi qui suis souvent devant ma tablette ou devant l'écran, étant donné que je n'ai pas autre chose à faire, eh bien, j'ai vu qu'en Israël, ils ont fait beaucoup de cérémonies. Israël aussi s'est rattaché à cette date
du 27 janvier, mercredi, vous pouviez voir tout ce que vous vouliez. Il y avait beaucoup de rappels de la fin de l'existence du camp de la libération du camp d'Auschwitz, ou du début de la libération, car ce n'était qu'un petit début. Et il y a des gens qui sont encore restés sur place et les Russes ont été amenés à gérer cela alors qu'au départ, ils ne connaissaient rien, on ne leur avait pas mis dans leur plan qu'il y avait des camps d'extermination dans cette région. Et il y a une chose qui m'a beaucoup frappé et que je voudrais vous faire partager. On se demande pourquoi les Allemands avaient choisi cette région de Pologne. C'est vrai qu'il y avait 3 millions de Juifs, mais la raison principale, c'est que la Pologne était organisée avec un bon réseau ferré, ce qui facilitait les choses pour les transports, et que deuxièmement, la Pologne contenait beaucoup de forêts. Ça leur permettait de cacher leurs méfaits, etc. C'est un des aspects de l'histoire dont on n'a jamais parlé pratiquement, mais qu'il est intéressant de rappeler. Voilà ce que je voulais ajouter en vous disant à tous combien je suis heureux de vous voir et de vous entendre. Vous savez, puisqu'on n'a pas les possibilités de se croiser physiquement, en attendant que nous soyons nous aussi, non pas délivrés d'Auschwitz, mais délivrés du Covid. Merci. Allez, bonne soirée. Merci, monsieur le grand rabbin. Merci, monsieur le grand rabbin. Nous voici donc arrivés à la fin de cet événement tout à fait exceptionnel et particulièrement touchant. Bien entendu, nous souhaitons longue vie à Raphaël Feigelson. Nous sommes heureux qu'il ait assisté à cet événement. Nous sommes heureux d'avoir pu le revoir et le réécouter dans son témoignage. Panim el panim, face à face, visage face au visage. Le devoir de mémoire, c'est quelque chose qui est absolument juif. Je crois qu'aucun peuple ne peut comprendre cela de la même manière que les Juifs le comprennent. Les Juifs étaient, avant Auschwitz, le peuple de la mémoire par exemple de la sortie, non pas d'Auschwitz, mais d'Égypte, mais aussi la mémoire même de la création du monde. Il y a un grand écrivain qui un jour a dit les Juifs sont le peuple de l'origine, c'est le seul peuple dont le livre saint commence par « au commencement ». Aucun autre peuple n'a commencé son histoire, ses chroniques, par « au commencement de la création du ciel et de la terre ». La mémoire est consubstantielle en quelque sorte à notre foi. En manifestant notre mémoire, nous aiderons probablement le reste de l'humanité à lui aussi se souvenir, et se souvenir pour avoir un comportement moral et éthique. Je vais vous raconter quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Il y a quelques années, j'ai vu un document extraordinaire. C'est une interview télévisée d'une jeune fille d'un pays arabe à qui l'on demande « Ma petite fille, est-ce que tu connais Anne Frank ?» Et elle répond « Ah oui, Anne Frank, bien sûr, Anne Frank. J'ai lu le journal d'Anne Frank. » Alors on lui dit « Mais qu'est-ce que tu as compris de ce livre ?» Et elle dit « Anne Frank était une petite fille qui ne demandait qu'à vivre et qui s'est cachée pour ne pas être prise par les méchants, et finalement les méchants l'ont prise et elle est morte, mais on a retrouvé son journal. » Et alors après on demande à la petite fille « Et qui étaient les méchants ?» Et la petite fille dit « Les Juifs. » Voilà l'histoire terrible, terrible, absolument terrible que j'ai entendue il y a quelque temps. Et moi je pense ceci, c'est que lorsque on sait mal se souvenir, quand on se souvient à tort et à travers, quand on travestit
la mémoire d'une façon ou d'une autre, on arrive à ce résultat que l'on prend les victimes pour les bourreaux et on arrive à un autre résultat, c'est que l'on est indifférent devant de nouveaux massacres et devant la montée de nouveaux dangers dans le monde où nous vivons. Donc je crois que c'est au nom de tout cela, et je parle devant Raphaël Fagelson, je parle devant Patrick Fagelson, je parle devant le grand rabbin Goldman, je parle devant chacun d'entre nous. Je crois que c'est pour tout cela que notre combat pour la mémoire est un combat absolument essentiel et vital. Merci d'avoir été si nombreux avec nous, avec Raphaël Fagelson ce soir, et espérons que bientôt nous surmonterons le Covid et que nous pourrons nous retrouver en vrai, en présentiel et non plus en distanciel, panim el panim, visage face au visage, pour de nouvelles activités de la synagogue du quartier latin et pour de nouvelles activités juives partout où chacun d'entre vous se trouve en ce moment. Bonsoir et merci à tous ceux, je pense en particulier à Franck et Raphaël Abécassis qui ont travaillé pour mettre en place cette extraordinaire soirée.